Je m'appelle Madeleine, j'ai 67 ans et je vis à Valence. Depuis que mon mari est parti il y a 10 ans, je me suis efforcée de tenir debout. J'ai traversé le veuvage comme on traverse un hiver interminable, seule, mais décidée à ne pas tomber. Mes enfants, croyais-je, étaient ma lumière. Pour eux, j'avais vendu notre maison familiale, payé les études de mon fils, aidé ma fille à acheter son appartement. Je pensais que ces sacrifices cimenteraient notre lien. Mais au lieu de gratitude, je n'ai récolté que le silence et l'indifférence. Un matin de novembre, alors que la pluie battait contre les vitres de mon salon, je reçus un courrier étrange, une enveloppe à mon nom, timbrée depuis Lyon. J'ouvris et mes yeux se posèrent sur des mots qui me glacèrent le sang. Police d'assurance vie, bénéficiaire, Julie Martin. Julie, ma belle-fille, la femme de mon fils. Je fronçais les sourcils. Comment une assurance vie de 500 000 € pouvait-elle exister à son profit et surtout signée de mon nom? Je relus plusieurs fois la feuille. Il y avait ma signature, oui, une imitation parfaite, presque effrayante. Mais je savais que ce n'était pas la mienne. Je sentis mes jambes fléchir. Je dus m'asseoir, le papier serré entre mes doigts tremblants. Julie, depuis des années, elle me regardait avec ce sourire froid, poli en façade, mais plein de mépris. Je croyais que son hostilité se limitait aux piques quotidiennes, aux humiliations discrètes. Mais là, c'était bien plus grave. Je pris mon téléphone, hésitant à appeler mon fils. Mais une voix intérieure me retint. Et si c'était lui aussi? Et si tous les deux avaient préparé cela ensemble? Après tout, les signatures falsifiées ne se font pas par hasard. Je passais la journée à tourner en rond, le courrier posé sur ma table. À chaque regard, mon cœur s'accélérait. Qui avait pu faire ça? Pourquoi maintenant? Le soir, je décidai de sortir prendre l'air. Les rues de Valence étaient sombres. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune fatiguée. Je marchais jusqu'au Rhône, son courant lourd reflétant les lumières de la ville. Je pensais à mon mari disparu. Lui, jamais il n'aurait laissé passer une telle ignominie. Et moi, que pouvais-je faire, seule, vieille femme de 67 ans? En rentrant, je trouvai un message sur mon répondeur. La voix d'un homme grave. Madame Leclerc, ici Maître Durand, notaire à Lyon. J'aurais besoin de vous voir à propos d'un document qui a été déposé en votre nom. C'est urgent. Je sentis un frisson me parcourir. Le notaire avait donc aussi des doutes. Peut-être n'étais-je pas folle. Peut-être que la vérité pouvait être révélée. Je passais la nuit sans dormir, l'enveloppe serrée contre moi. Chaque bruit de la maison me faisait sursauter. Je voyais déjà Julie, son sourire triomphant, ses mains signant à ma place, son regard défiant. « Tu es vieille, inutile. Ton argent doit me revenir. » Le lendemain, je pris le train pour Lyon. Maître Durand m'accueillit dans son bureau austère, tapissé de dossiers et de livres reliés de cuir. Il posa devant moi plusieurs documents. « Voyez-vous, madame, dit-il, une assurance vie de 500 000 € a été ouverte à votre nom, avec votre signature. Mais certaines incohérences m'ont poussé à vous contacter. Je pris la feuille. La signature était la mienne, mais légèrement différente. Le M un peu trop droit, le E plus serré, une copie habile mais fausse. « Ce n'est pas moi qui ai signé, dis-je d'une voix ferme. Le notaire hocha la tête. C'est bien ce que je pensais, mais ce document a été déposé officiellement et la bénéficiaire est votre belle-fille, Julie Martin. J'avalais difficilement ma salive. Voilà. » Tout était dit. Julie avait falsifié ma signature pour s'assurer ma mort, mon argent, mon héritage. Maître Durand continua. « Voulez-vous déposer plainte? Sachez que cela peut déclencher une procédure longue et douloureuse. Mais c'est la seule façon d'empêcher cette assurance d'être utilisée contre vous. » Je restais silencieuse, les mains moites. Porter plainte, c'était déclarer la guerre. Mais ne rien faire, c'était signer mon arrêt de mort. En quittant le bureau, le vent froid me gifla le visage. Dans ma tête, une phrase résonnait comme un glas. « Julie veut ma vie. » Je montais dans le train pour Valence, le cœur en vrac. Dans mon sac, les copies des documents brûlaient comme des preuves de trahison. J'étais une vieille femme, veuve, croyant avoir tout donné. Et voilà qu'on voulait me voler ce qu'il me restait. Ma dignité, ma vie, mon nom. En regardant défiler les paysages gris par la fenêtre, je fis une promesse silencieuse. Ils ne gagneront pas. Même si je dois me battre seule, même si ma voix tremble, je trouverai un moyen. La vérité sera révélée.
Et vous, si vous découvriez une assurance vie de 500 000 euros signée avec votre nom, mais sans jamais l'avoir paraphée, que feriez-vous? Laisseriez-vous couler ou vous battriez-vous pour la vérité? Dites-le moi en commentaire, vos avis me bouleversent toujours. De retour à Valence, je rentrais chez moi comme on rentre dans une maison étrangère. Tout me semblait hostile. Les murs, les meubles, jusqu'aux photos de famille accrochées au salon. Sur chaque sourire figé, je ne voyais plus que des fissures, des trahisons. Le courrier du notaire brûlait encore dans mon sac, lourd comme une bombe prête à exploser. Je passais la soirée à tourner en rond, à relire les documents. Mon fils, Marc, ne m'avait pas appelé de la journée. Julie, elle, avait dû sentir que quelque chose m'échappait. J'hésitais. Fallait-il les confronter directement ou garder le silence en attendant d'avoir d'autres preuves? Le lendemain, je reçus un appel. C'était Marc. « Maman, dit-il d'un ton neutre, Julie et moi voudrions te voir ce soir. Passe dîner à la maison. » Mon cœur se serra. Était-ce une coïncidence? Ou savait-il que le notaire m'avait contacté? J'acceptais pourtant. J'avais besoin de les regarder dans les yeux. Le soir venu, je pris un taxi pour leur maison, une belle demeure moderne que j'avais en partie financée. Quand j'entrais, Julie m'accueillit avec son sourire habituel trop parfait. « Ah, belle maman, toujours en forme. Vous avez bonne mine. » Je ne répondis pas. Ses yeux brillaient d'un éclat froid, comme si elle cherchait à sonder ce que je savais. À table, l'ambiance fut pesante. Marc parlait de son travail, des enfants, essayant de maintenir une normalité fragile. Mais Julie, elle, me fixait par instants, son sourire étiré comme une menace silencieuse. Je me sentais épiée, prisonnière dans leur propre maison. Après le dessert, Marc m'invita au salon. Julie s'assit en face de moi, les jambes croisées, ses ongles parfaitement vernis tapotant l'accoudoir. « Maman, dit Marc doucement, tu as l'air préoccupée. Tu veux nous dire quelque chose ?» Je les regardais tour à tour. Devais-je tout révéler? Non, pas encore. Si je parlais trop tôt, Julie aurait le temps de dissimuler, de riposter. Je pris une grande inspiration. « Non, dis-je calmement. Je suis simplement fatiguée. L'hiver est rude pour moi. » Un silence s'installa. Julie inclina la tête, faussement compatissante. « Vous savez, Hélène, vous devriez penser à votre avenir, à votre confort. Nous, on est là pour vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. » Ces mots étaient doux, mais chaque syllabe sonnait comme une menace. Confiance. Elle parlait comme si j'étais déjà incapable de décider par moi-même. Je rentrais chez moi tard dans la nuit, le ventre noué. Il savait que je soupçonnais quelque chose. Julie avait parlé avec une assurance glaciale, comme si elle détenait déjà mon destin entre ses mains. Les jours suivants, je commençais à observer plus attentivement. Je gardais chaque facture, chaque courrier suspect. Je notais tout dans mon carnet, l'attitude de Julie, les silences de Marc, les incohérences. Un matin, je surpris une conversation à moitié étouffée. Julie parlait au téléphone, sa voix basse mais nerveuse. « Oui, je vous ai déjà envoyé les papiers. » Non, elle n'a rien remarqué. Tout est sous contrôle. Je restais figée derrière la porte. Elle parlait de moi. Un autre soir, alors que je feuilletais un vieux dossier de papier administratif, je découvris une enveloppe glissée entre deux factures. Elle portait le logo d'une banque que je ne connaissais pas. À l'intérieur, un relevé mentionnait un compte à mon nom, avec une signature que je n'avais jamais faite. Encore une fois, la même imitation. Mon cœur battait à tout rompre. Julie n'avait pas seulement falsifié une assurance vie, elle avait ouvert un compte bancaire avec mon identité. Pourquoi? Pour blanchir de l'argent? Pour préparer autre chose? Je décidai d'appeler Maître Durand, le notaire. « Maître, dis-je d'une voix tremblante, je crois que ce n'est pas seulement l'assurance vie. Elle a ouvert un compte à mon nom. » Il soupira. « Alors c'est plus grave que prévu. Nous devons saisir un avocat spécialisé. N'agissez pas seul, Madame Leclerc. Gardez tout, chaque papier, chaque preuve. » Je raccrochais, les mains moites. J'étais au milieu d'une toile tissée par Julie. Et Marc, était-il complice ou seulement aveugle? Cette question me hantait jour et nuit. Un soir, je reçus un appel anonyme. Une voix d'homme, rauque, menaçante. « Madame Leclerc, vous êtes mieux de ne pas remuer la boue. Laissez les choses se faire, sinon vous pourriez le regretter. » Je restai figée, le combiné collé à mon oreille, incapable de répondre. Puis la ligne coupa. Je compris alors que je n'étais pas seulement face à une belle fille ambitieuse. Il y avait autre chose.
Des gens derrière elle, peut-être des intermédiaires, des complices. J'allumai une bougie sur ma table, comme je le faisais depuis des années quand je me sentais perdue. Sa flamme vacillante se reflétait dans mes yeux. Je pris mon carnet et écrivis d'une main ferme. Elle a falsifié ma signature. Elle a ouvert un compte. Elle est prête à tout. Mais moi aussi, je suis prête. Puis je refermai le carnet, décidée. Désormais, je n'étais plus seulement une vieille femme veuve. J'étais une survivante, et je n'allais pas la laisser m'effacer. Les jours qui suivirent furent marqués par une vigilance de chaque instant. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide, au-dessus d'un gouffre. Je savais que Julie me guettait, que ses yeux froids scrutaient le moindre de mes gestes. Mais je savais aussi qu'elle n'imaginait pas que je m'étais transformée en observatrice silencieuse, en stratège malgré moi. Chaque matin, je classais mes papiers avec une minutie nouvelle. Chaque facture, chaque courrier suspect rejoignait un dossier que je dissimulais soigneusement dans un vieux coffre, hérité de ma mère. Je notais tout dans mon carnet, jusqu'aux détails les plus insignifiants. Le regard fuyant de Marc, le ton nerveux de Julie au téléphone, les visites discrètes d'hommes que je ne connaissais pas. Un soir, alors que je cherchais un relevé dans mon tiroir, je découvris une enveloppe oubliée derrière une pile de journaux. Elle portait le logo de la même banque que celle du compte ouvert à mon nom. Cette fois, le relevé indiquait des mouvements d'argent impressionnants, des virements réguliers de plusieurs milliers d'euros. Mais ce qui me glaça fut la mention au bas du document « Titulaire, Madeleine Leclerc ». Co-titulaire, Marc Leclerc. Je restais immobile, la feuille tremblant entre mes mains. Mon fils, mon propre fils. Son nom apparaissait à côté du mien. Ce n'était plus seulement l'œuvre de Julie. Marc y était mêlé. Je m'assis lourdement, le souffle court. Toutes mes certitudes s'effondraient. J'avais voulu croire qu'il n'était qu'un mari aveuglé, manipulé par sa femme. Mais là, il avait signé, il avait accepté, il avait participé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'entendais encore la voix de mon mari disparu résonner dans ma mémoire. Protège les enfants, quoi qu'il arrive. Mais comment protéger un fils qui devient lui-même un bourreau? Le lendemain, je pris rendez-vous avec Maître Durand. Dans son bureau feutré, je posai le relevé sur la table. Il fronça les sourcils, ajusta ses lunettes. « C'est très grave, dit-il d'une voix basse. Votre fils est directement impliqué. » Je serrai mes mains ridées sur mes genoux. Alors il n'est pas innocent? Non. Les co-titulaires d'un compte savent parfaitement ce qu'ils signent. Votre fils a participé, volontairement. Je crus que le sol se dérobait sous mes pieds. Marc, mon enfant, celui que j'avais porté, nourri, aidé à chaque instant de sa vie. Il s'était allié à sa femme contre moi. Maître Durand continua, implacable. Vous devez vous protéger immédiatement. Il faut bloquer ce compte et déposer une plainte pour falsification et escroquerie. Mais préparez-vous, Madame Leclerc. Cela signifiera accuser votre propre fils. Je sortis du bureau anéanti. La pluie battait sur les trottoirs de Lyon, m'enveloppant dans un brouillard glacé. Accuser Marc, comment une mère pouvait-elle en arriver là? Mais si je ne le faisais pas, je signerais ma propre condamnation. De retour à Valence, je trouvai un message sur mon répondeur. La voix de Marc. « Maman, il faut qu'on parle. Julie et moi savons que tu poses des questions. Ce n'est pas bon pour toi. Arrête, je t'en supplie. Ce n'est pas bon pour toi. » Ces mots résonnèrent comme une menace. Le soir, je décidai d'aller voir Mathieu, mon voisin, qui m'avait déjà aidé à transférer des documents sur une clé USB. Quand je lui montrai le relevé avec le nom de Marc, il resta interdit. « Votre fils, comment a-t-il pu ?»« Je ne sais pas, murmurai-je, les larmes aux yeux. Peut-être qu'il est prisonnier de Julie, peut-être qu'il a peur, mais le résultat est le même. Il m'a trahi. » Mathieu posa une main ferme sur mon épaule. « Vous n'êtes pas seule, Hélène. On va trouver un moyen. » Je le regardais, ému. Mais au fond de moi, je savais que cette bataille serait la mienne, et la mienne seule. Quelques jours plus tard, je décidai de confronter Marc. Je me rendis chez lui. Julie n'était pas là. Il était assis dans le salon, le visage fatigué. Quand je posai le relevé devant lui, il pâlit. « Tu sais ce que c'est, Marc ?» Il baissa les yeux. « Oui. Alors dis-moi, pourquoi ?» Il resta silencieux longtemps. Puis il souffla d'une voix presque brisée. « J'étais acculé. Julie m'a entraîné là-dedans. On avait des dettes. Elle disait que c'était le seul moyen. » Je le fixais, incrédule.
Le seul moyen? Voler ta propre mère? La condamner pour ton confort? Ses yeux s'embuèrent. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais c'est allé trop loin. Et maintenant, je ne peux plus reculer. Je sentis mon cœur se fendre. J'avais devant moi non plus mon fils, mais un étranger. Un homme faible, soumis, capable de vendre sa propre mère pour de l'argent. En rentrant chez moi, je m'assis devant la bougie que j'allumais chaque soir. La flamme tremblait, comme moi. Je pris mon carnet et écrivis d'une main ferme. Mon fils est complice. C'est lui qui a signé. Je ne peux plus reculer. Puis je refermai le carnet, les larmes brouillant ma vue. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. Je me voyais sur un fil tendu au-dessus du vide. Derrière moi, Julie me poussait. Devant moi, Marc me tendait une main, mais dans l'autre, il tenait un couteau. Je compris que je ne pouvais compter que sur moi-même. Et au réveil, une certitude me brûlait. Il fallait que je passe à l'action, même si cela signifiait briser le lien de sang. Après ma confrontation avec Marc, j'étais sortie de sa maison comme une étrangère. Le regard qu'il avait baissé devant moi, son aveu murmuré, son incapacité à choisir autre chose que la soumission à Julie, tout cela me hantait. Mon fils, mon sang, n'était plus du côté de sa mère. Il était complice. Je rentrais dans mon appartement de Valence, le cœur en miettes. Mais au milieu de cette douleur, une étincelle de lucidité naquit. Je ne pouvais pas continuer à subir. Si je voulais survivre et surtout empêcher qu'il ne m'efface légalement et financièrement, je devais devenir actrice de ma propre histoire. Je pris le téléphone et appelai Maître Durand. Sa voix grave me répondit. « Madame Leclerc ?»« Maître, dis-je d'un ton décidé, je veux aller plus loin. Il faut que la police sache. Mais pour cela, j'ai besoin d'éléments concrets, irréfutables. Vous m'aiderez? Bien sûr. Mais soyez prudente. Ces gens-là savent qu'ils risquent gros. Nous convînmes d'un plan. Je devais continuer à fréquenter Marc et Julie comme si de rien n'était. Feindre la faiblesse, la fatigue, l'ignorance. Laisser croire que j'étais une vieille femme crédule. Pendant ce temps, Maître Durand travaillerait avec un inspecteur de police spécialisé dans les fraudes. Ils attendaient une faille, un document, un mot enregistré qui les accuserait. Je commençais donc mon théâtre. Quand je voyais Marc et Julie, je baissais les yeux, je parlais doucement, je feignais de ne rien comprendre aux démarches administratives. Julie s'en frottait presque les mains. « Vous savez, Hélène, disait-elle avec ce sourire mielleux, à votre âge, les papiers, c'est compliqué. Laissez-nous vous aider. » Je hochais la tête en silence, les lèvres pincées. Mais dans mon sac, mon téléphone enregistrait chacune de ces phrases. Un soir, alors que j'étais chez eux pour dîner, Julie apporta une pile de documents. « Tenez, belle maman, signez ici. C'est juste pour régulariser vos papiers de mutuelle. » Je pris le stylo, le cœur battant. Mais au lieu de signer, je fis semblant de ne pas comprendre. « Oh, vous savez, je ne vois pas très bien. Vous pourriez m'expliquer ?» Elle soupira agacée. « Ce n'est qu'une formalité. Faites-moi confiance. » Je la fixai longuement, puis posai le stylo. « Je signerai demain, quand j'aurai mes lunettes. » Son sourire se crispa. Marc, lui, gardait le silence, ses yeux fuyants. Le lendemain, j'apportai le document à Maître Durand. Il le feuilleta, son visage se durcissant. Comme je m'en doutais, ce n'est pas une mutuelle, c'est une procuration bancaire. S'ils avaient eu votre signature, ils auraient eu accès à toutes vos économies. Je sentis ma gorge se serrer. Julie était prête à tout, même à me dépouiller vivante. Les semaines passèrent, rythmées par cette comédie douloureuse. Je continuais à voir Julie, à l'écouter parler, à l'observer. Chaque phrase, chaque geste nourrissait mon dossier. Mathieu, mon voisin, m'aidait à sauvegarder les enregistrements. « Vous êtes courageuse, Hélène, me dit-il un soir. Mais attention, plus vous approchez de la vérité, plus ils deviendront dangereux. » Je le savais, et j'en eus la preuve. Un soir, alors que je sortais de chez Marc, je sentis une présence derrière moi. Des pas rapides, lourds. Je me retournai. Un homme inconnu, la quarantaine, me fixait. Il s'approcha et murmura d'une voix dure. « Vieille dame, mêlez-vous de vos affaires. Sinon, vous pourriez tomber. » Puis il disparut dans la nuit. Je restais figée, glacée par la peur. Mais cette peur se transforma vite en rage. Julie n'était pas seule. Elle avait des relais, peut-être même dans le milieu de la finance ou de la petite délinquance. Elle se croyait invincible. Le lendemain, j'apportai l'enregistrement de sa tentative de procuration au notaire et à l'inspecteur. Ils se regardèrent, satisfaits.
C'est un élément déterminant, dit l'inspecteur. Avec ça, et la vidéo du voisin de votre quartier qui confirme votre enfermement sur le balcon l'hiver dernier, nous avons une trame solide. Encore un effort, Madame Leclerc. Il nous faut les prendre en flagrant délit de fraude. En rentrant chez moi, je m'assis devant ma bougie. La flamme tremblait, comme mon cœur. Mais je sentais en moi une force nouvelle. Je n'étais plus la veuve fragile qu'on pouvait manipuler. J'étais devenue une femme en guerre. Je pris mon carnet et écrivis d'une main ferme. Je feins la faiblesse, elle croit gagner, mais c'est elle qui creuse sa propre tombe. Puis je refermai le carnet, un mince sourire aux lèvres. Julie ignorait encore que son arrogance serait son piège. Et moi, malgré mes 67 ans, j'étais prête à la voir tomber. Les semaines suivantes furent une mise en scène permanente. J'avais appris à sourire faiblement, à trembler volontairement quand je tenais un stylo, à soupirer comme une vieille femme perdue dans ses papiers. Julie croyait me tenir dans sa paume. Elle ne voyait pas que chaque mot, chaque ruse de sa part, je les laissais se retourner contre elle. Un samedi soir, elle frappa à ma porte avec un dossier sous le bras. Elle avait pris soin de s'habiller élégamment, son parfum envahissant l'entrée de mon petit appartement. « Hélène, dit-elle avec cette douceur fausse que je connaissais trop bien, j'ai pensé à vous. Vous devriez simplifier vos finances. Regardez, j'ai préparé un formulaire pour que Marc puisse s'occuper de vos comptes. Vous n'auriez plus rien à craindre. » Elle posa les documents sur ma table, s'installa avec une aisance insolente et me tendit un stylo. « Signez juste là, belle maman. » Je pris le papier, mes mains volontairement hésitantes. À première vue, cela ressemblait à une autorisation bancaire anodine. Mais mon œil, désormais exercé, repéra vite les mots piégés. Procuration générale, accès intégral au fonds, disposition en cas d'incapacité. Je relevai les yeux vers Julie. « Tu es sûre que c'est nécessaire ? À mon âge, je n'ai pas envie de compliquer les choses. » Elle posa sa main sur la mienne, son sourire aussi froid qu'une lame. « Faites-moi confiance. Nous sommes votre famille. » Je hochai lentement la tête, comme résignée. Puis je pris le stylo. « Attends, mes lunettes, murmurai-je. Je vois flou. » Je me levai, allai dans ma chambre, où m'attendait discrètement un petit appareil enregistreur. Je l'avais acheté avec l'aide de Mathieu, et je le glissai dans la poche de mon gilet avant de revenir. De retour à table, je pris une profonde inspiration et posai la pointe du stylo sur la feuille. Julie retenait presque son souffle. « Là, dit-elle en désignant la ligne avec impatience. Ici, signez. » Au lieu de signer, je levai la tête et souris doucement. « Julie, tu ne te demandes pas parfois si je suis aussi naïve que tu le crois ?» Son sourire se figea. « Comment ça ?» Je posai le stylo, reculai légèrement la feuille. « Cette procuration, c'est pas pour m'aider, c'est pour me dépouiller. Tu l'as déjà fait avec l'assurance vie. Tu as déjà ouvert un compte à mon nom. Et Marc t'a suivi. » Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une seconde, je crus qu'elle allait me gifler. Mais elle se reprit, éclatant d'un rire forcé. « Vous délirez, Hélène. Vous devenez paranoïaque. » Je sortis calmement mon téléphone de ma poche et appuyai sur un bouton. Un petit voyant rouge s'éteignit. « Paranoïaque ? Peut-être, mais tout ce que tu viens de dire est enregistré. » Elle pâlit. Son masque venait de se fissurer. « Vous n'oseriez pas. »« Si, et je ne suis pas seule. Maître Durand, la police et même votre voisin Mathieu ont tout ce qu'il faut. » Elle se leva brusquement, rassembla ses affaires en tremblant. « Vieille sorcière, » murmura-t-elle, « vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Et elle quitta l'appartement en claquant la porte. Je restai assise, mon cœur battant à tout rompre. J'avais pris un risque immense, mais j'avais aussi obtenu ce que je voulais. Un aveu implicite, une preuve supplémentaire. Le lendemain, je me rendis chez le notaire. Il écouta l'enregistrement avec l'inspecteur présent. Tous deux échangèrent un regard entendu. « C'est suffisant, » dit l'inspecteur. « Nous allons préparer une intervention. »« Une intervention » répétai-je inquiète. « Oui, nous devons les prendre en flagrant délit avec un document qu'ils essaient de vous faire signer. Sans cela, ils nieront toujours. » Je hochai la tête, le cœur serré. Cela voulait dire que je devais rejouer la comédie, les attirer à nouveau. Le plan fut fixé. Une semaine plus tard, Marc m'appela. Sa voix était hésitante, presque coupable. « Maman, Julie voudrait que tu viennes dimanche. Elle a préparé des papiers. Ce sera rapide. » Je savais que c'était le moment. Le dimanche, je me rendis chez eux,
vêtue de mon manteau sombre, un foulard autour du cou. Dans mon sac, un micro fourni par la police. À table, l'atmosphère était tendue. Julie apporta un nouveau dossier. Marc se tenait à ses côtés, le regard fuyant. « Hélène, dit-elle d'un ton faussement doux, c'est un document de protection. Si jamais vous aviez un problème de santé, tout serait en ordre. » Je pris le papier, mes mains tremblant légèrement. Je fis semblant de lire, de hocher la tête. Puis je dis « Alors, il suffit de signer là ?» Julie sourit, victorieuse. « Oui, belle maman, là. Et tout sera plus simple. » Au moment où je posais la pointe du stylo, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. 2 policiers en civil firent irruption. Julie lâcha un cri, Marc blêmit. « Madame Julie Martin, Monsieur Marc Leclerc, vous êtes convoqué pour falsification de documents et tentative d'escroquerie. » Le silence fut assourdissant. Julie éclata en sanglots, hurlant à l'injustice. Marc, lui, s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Moi, je restais immobile, le cœur tambourinant, mais avec une étrange sérénité. Le piège avait fonctionné. Le soir, de retour chez moi, j'allumai ma bougie et ouvris mon carnet. D'une main ferme, j'écrivis « Elle a cru me piéger, mais c'est elle qui est tombée, et lui, mon fils, n'a plus d'excuses. » Je refermai le carnet, essuyai une larme. La guerre n'était pas terminée, mais la première bataille, je l'avais gagnée. Le lendemain matin, le téléphone sonna tôt. Je mis du temps à décrocher, encore secoué par la scène de la veille. C'était Maître Durand. Sa voix, grave et mesurée, me glaça aussitôt. « Madame Leclerc, je voulais vous prévenir. La police a retenu 2 charges contre Julie, falsification et escroquerie. Mais ils ont également inculpé votre fils Marc. » Je restais muette. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. « Il considère qu'il était complice, » continua le notaire. « Co-signataire des comptes, présent lors des tentatives de procuration. Ses responsabilités sont évidentes. » Je fermai les yeux, le souffle court. Voilà la vérité nue, terrible. Ce n'était plus seulement ma belle-fille la prédatrice. C'était aussi mon propre fils. Je passais la journée aérée dans mon appartement, incapable de manger. Chaque objet autour de moi me rappelait Marc enfant. Ses dessins encore punaisés sur un vieux carton, ses cahiers d'école que j'avais gardés, ses photos rieuses avec son père disparu. Comment cet enfant-là avait-il pu devenir l'homme qui m'avait trahi? En fin d'après-midi, on frappa à ma porte. J'ouvris, et là, devant moi, Marc, le visage défait, les yeux rouges, il paraissait vieilli de 10 ans. « Maman, dit-il d'une voix rauque, il faut qu'on parle. » Je le laissai entrer. Il s'assit lourdement dans le fauteuil, se prit la tête entre les mains. « Je sais que tu sais tout. Julie m'a entraîné, mais j'ai signé. Je suis coupable. » Je le fixais, le cœur serré. « Pourquoi, Marc? Pourquoi avoir choisi de me voler plutôt que de me protéger ?» Il releva les yeux, pleins de larmes. « Parce que j'avais peur. Julie m'a menacé de partir avec les enfants. Je me suis dit que je devais la suivre, coûte que coûte. Et puis, l'argent. Toujours cette obsession. On voulait plus, toujours plus. Ces mots me transpercèrent. J'avais devant moi un homme brisé, mais un homme qui avait tout de même levé la main contre sa propre mère. « Et maintenant, soufflai-je, que veux-tu de moi? Ton pardon? Ou au moins, que tu ne témoignes pas contre moi. » Le silence tomba dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un glas. J'avais un choix terrible, protéger mon fils, au risque d'anéantir ma propre dignité, ou exiger justice, au prix de briser le lien de sang. Je le regardais longuement. Dans ses traits, je voyais encore le petit garçon qui courait dans le jardin, mais aussi l'homme faible qui avait trahi. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. « Marc, murmurai-je, je t'ai porté, je t'ai nourri, je t'ai élevé, mais tu m'as condamné à mort pour 500 000 €. Comment pourrais-je oublier ?» Il tomba à genoux devant moi, ses sanglots secouant son corps. « Je suis désolé, maman, désolé. » Je restais immobile, les bras inertes. Aucune force ne me poussait à le consoler. Mon cœur de mère voulait le prendre contre moi, mais mon cœur de femme blessée refusait. Quand il sortit, abattu, je m'effondrais sur ma chaise. J'allumai ma bougie, comme toujours, et pris mon carnet. Mon fils est coupable. Il demande pardon. Mais peut-on pardonner l'impardonnable? Les jours suivants, la procédure judiciaire s'accéléra. Julie fut placée en détention provisoire. Marc, lui, fut laissé libre sous contrôle, mais il risquait plusieurs années de prison. Le notaire et l'inspecteur me demandèrent si j'acceptais de témoigner. Je dus signer une convocation pour le tribunal. Ma main tremblait en tenant le stylo.
La nuit, je ne dormais plus. Je revoyais la scène du balcon, l'assurance vie falsifiée, le compte bancaire. Mais je revoyais aussi Marc enfant, ses bras autour de mon cou, ses «Je t'aime maman» chuchotés avant de dormir. Tout cela me déchirait. Un soir, Mathieu vint me voir. Il posa une tarte aux pommes sur ma table et s'assit en face de moi. « Vous êtes trop dure avec vous-même, Hélène. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ont fait. » « Mais c'est mon fils, répondis-je d'une voix brisée. Comment pourrais-je témoigner contre mon propre fils? Vous ne témoignez pas contre lui. Vous témoignez pour la vérité. Ces mots résonnèrent en moi. Oui, j'étais une mère, mais j'étais aussi une victime. Si je me taisais, je reniais ma propre douleur, je validais leur trahison. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon carnet « Je suis mère, mais je suis aussi femme, je choisis la vérité. » Le jour du procès approchait. Je savais que je devrais me lever à la barre et que mon fils serait là, de l'autre côté. Ce serait l'épreuve la plus dure de ma vie. Mais j'étais décidée. Le matin du procès, je me réveillais avant l'aube. La ville de Valence dormait encore, mais dans ma poitrine, un tumulte battait comme un tambour. J'avais préparé mes vêtements la veille, une robe sombre, simple, et le foulard de laine que mon mari m'avait offert avant de mourir. Je voulais affronter cette journée non pas comme une victime tremblante, mais comme une femme digne. Au palais de justice, l'air était lourd. Les bancs étaient déjà occupés par quelques curieux, des journalistes, des visages anonymes avides de drame. Quand on m'installa au premier rang, je sentis mes jambes vaciller. J'aperçus Julie, menottée, ses cheveux tirés en arrière, son regard toujours aussi froid malgré les cernes qui creusaient son visage. Elle ne détourna pas les yeux. Elle me fixait comme une ennemie, pas comme une belle-mère. Marc, lui, était assis à côté de son avocat. Pas de menottes, libre mais brisé, ses épaules affaissées, son regard fuyant. Quand nos yeux se croisèrent, je crus un instant voir une supplique, un appel muet. Mais je détournai la tête. L'audience commença. Le procureur exposa les faits. Falsification de signature, ouverture frauduleuse de compte, tentative d'escroquerie sur une assurance vie de 500 000 €. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Julie resta impassible, les lèvres pincées. Marc, lui, fermait les yeux comme s'il espérait disparaître. Puis vint le moment de l'interrogatoire. Julie fut appelée à la barre. Sa voix était claire, assurée, trop assurée. « Je nie catégoriquement avoir falsifié quoi que ce soit, déclara-t-elle. Tout cela n'est qu'un malentendu. C'est Hélène qui invente. Elle m'a toujours haï. Je serrais les poings. Les mêmes mots, encore et encore, menteuse, vieille folle, jalouse. Mais soudain, elle ajouta une phrase qui fit l'effet d'une bombe. Et si Marc a signé certains papiers, c'est parce qu'Hélène le lui demandait. Elle voulait que son fils gère ses comptes. J'ai les preuves. Un murmure parcourut la salle. Je me figeai. Elle venait de renverser l'accusation. Selon elle, j'étais la manipulatrice et Marc mon complice. Le juge fronça les sourcils. « Des preuves ?» demanda-t-il. Julie sortit de son sac un petit carnet usé. Mon carnet, celui qu'elle m'avait volé des mois plus tôt. Je sentis mon sang se glacer. Elle l'avait gardé, elle l'avait lu, et maintenant, elle l'utilisait contre moi. « Regardez », dit-elle en brandissant une page. Elle y écrit qu'elle veut piéger Julie. Ce n'est pas une victime, c'est une stratège. Elle m'a tendu un guet-apens. Je voulus crier, protester, mais ma gorge se noua. Le juge prit le carnet, le feuilleta rapidement. Mon écriture, mes mots, sortis de leur contexte, pouvaient en effet paraître accablants. Je me sentis vaciller. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais préparé, risquait de s'effondrer. Alors, contre toute attente, ce fut Marc qui se leva. Sa voix tremblait, mais elle résonna dans la salle. « C'est faux. Maman n'a jamais voulu piéger Julie. Elle voulait seulement se défendre. Oui, elle a écrit ces mots, mais c'était parce qu'elle avait peur, parce qu'on l'a humiliée, parce qu'on a tenté de la voler. » Julie se tourna vers lui, furieuse. « Tu oses, après tout ce que nous avons partagé ?»« Oui, je l'ose, » répondit-il, les larmes aux yeux. « J'ai été lâche, j'ai signé, j'ai fermé les yeux, mais c'est toi qui as tout organisé. C'est toi qui as falsifié. Moi, j'ai juste suivi. » Le silence retomba, épais, presque irréel. Le juge observa Marc longuement, puis fit un signe au greffier pour prendre note. Julie, blême, serra les dents. Elle venait de perdre son dernier atout. Son mari avait brisé son masque en public. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me levai lentement. Mes jambes tremblaient,
mais ma voix, elle, resta ferme. Je suis une femme de 67 ans. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai élevé mes enfants seule après la mort de mon mari. J'ai donné ce que j'avais, et en retour, j'ai été enfermée, humiliée, trahie. Tout ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, c'est que la vérité soit reconnue. Je vis quelques têtes s'incliner dans la salle. Même le juge sembla ému. L'audience fut suspendue. Julie fut reconduite en cellule, furieuse, hurlant qu'elle prouverait encore son innocence. Marc resta assis, le visage défait. Moi, je sortis du tribunal le cœur lourd mais étrangement soulagé. Le mensonge avait perdu de sa force. Le soir, chez moi, j'allumai ma bougie. Je pris un nouveau carnet, car l'autre avait été souillé, et écrivis d'une main ferme. Elle a voulu me voler ma voix, mais aujourd'hui, c'est son cri qui s'éteint. Je refermai le carnet, prête à affronter le verdict. Le jour du verdict arriva enfin. Le palais de justice de Valence débordait d'un murmure sourd, mélange d'attente et de curiosité. Je m'assis au premier rang, mon foulard serré autour de mon cou, le cœur battant. La salle entière me semblait vibrer, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Julie entra, menottée. Son regard cherchait à accrocher le mien, mais je refusais de lui offrir ce plaisir. Elle avait trop longtemps cherché à me faire plier. Marc, lui, se tenait libre mais brisé, ses épaules affaissées, ses yeux fuyant le monde. J'aurais voulu tendre la main vers lui, mais mon corps restait figé. Le président du tribunal s'installa. Son regard sévère glissa de l'un à l'autre. Sa voix résonna claire, sans appel. « Madame Julie Martin, vous êtes reconnue coupable de falsification de signature, d'escroquerie et de tentative d'abus de faiblesse. Vous êtes condamnée à 5 années de prison ferme, assortie d'une interdiction définitive de gérer des biens financiers. » Un frisson parcourut la salle. Julie se figea, ses yeux lançant des éclairs. Elle voulut protester, mais ses lèvres tremblaient trop. Puis le juge se tourna vers Marc. « Monsieur Marc Leclerc, vous êtes reconnu coupable de complicité de fraude et de manquements graves à vos devoirs familiaux. Compte tenu de vos aveux et de votre coopération tardive, la Cour vous condamne à 2 années de prison avec sursis, assortie d'un suivi obligatoire et d'une interdiction de gérer des fonds pendant 10 ans. » Marc ferma les yeux. Ses épaules se secouèrent légèrement. Il venait d'échapper à la prison ferme, mais la honte l'accompagnait désormais pour toujours. Je restais immobile. Mon fils, mon propre fils, jugé complice. Même si la peine était allégée, le mot coupable résonnait comme un écho cruel. Quand l'audience fut levée, la salle se vida peu à peu. Julie fut escortée, son regard venimeux planté dans le mien. « Vieille sorcière, tu m'as détruite, cracha-t-elle avant d'être entraînée dehors. » Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Marc s'approcha timidement. Ses yeux rouges cherchaient les miens. « Maman, je suis désolée. Je sais que je ne mérite plus ton amour. » Je le fixais longuement. Mon cœur saignait, partagé entre l'instinct maternel et la douleur de la trahison. Je posai ma main sur son bras, brièvement, comme une caresse lointaine. « Marc, soufflai-je, il n'y a pas de victoire dans cette salle, seulement des ruines. » Il hocha la tête, incapable de répondre, puis s'éloigna, sa silhouette vacillante disparaissant dans le couloir. Dehors, le ciel de Valence s'était couvert. Une pluie fine tombait, lavant la poussière de la ville. Je restai un long moment sous cette bruine, immobile, comme pour me purifier. Oui, j'avais gagné devant la justice. Oui, Julie allait payer. Mais dans mon cœur de mère, la cicatrice restait béante. Les jours suivants, la vie reprit son cours. Je continuais à m'occuper de mes petits-enfants qui restaient confiés à Marc. Ils étaient ma lumière, ma raison d'avancer. Quand je voyais leur sourire, je me disais que malgré tout, quelque chose de beau survivait à ce coup. Un soir, Mathieu vint dîner chez moi. Nous parlâmes longuement. « Vous avez gagné, dit-il doucement. Mais je vois dans vos yeux que vous ne vous sentez pas victorieuse. »« Comment le pourrais-je » répondis-je. « J'ai perdu la confiance en mon fils, et ça, aucun juge ne peut le réparer. » Il posa sa main sur la mienne. « Peut-être, mais vous avez gardé quelque chose de plus précieux, votre dignité. Et vous avez montré à d'autres femmes qu'on ne doit jamais se laisser écraser, quel que soit l'âge. » Ces mots me firent du bien. Oui, peut-être que mon histoire pouvait servir à d'autres. Peut-être que ma douleur pouvait devenir une voix pour celles qui se taisent. Je sortis mon carnet. Sous la lueur de la bougie, j'écrivis « Julie est tombée, Marc a chuté avec elle.
Moi, je reste debout. La justice m'a reconnu. Mais au fond de mon cœur, je sais, la plus grande victoire, ce n'est pas de voir les coupables punis, c'est d'avoir refusé de me taire. Je posais le stylo, essuyais une larme. La flamme vacillante dansait sur le mur, projetant mon ombre. Une vieille femme, veuve, ridée, mais droite, vivante. Et je sus que malgré les cicatrices, j'avais choisi la vérité. Les semaines qui suivirent le procès eurent un goût étrange. Valence continuait de vivre comme si rien n'avait changé. Les marchés s'animaient le samedi, les terrasses bruissaient de conversations, les enfants riaient dans les cours d'école. Mais moi, je portais en moi le silence d'une guerre terminée, avec ses ruines et ses cicatrices invisibles. Julie était derrière les barreaux. La nouvelle circulait, et les voisines du quartier ne se privaient pas de commenter, certaines avec compassion, d'autres avec une curiosité presque malsaine. On m'a dit qu'elle avait manipulé tout le monde, chuchota une voisine à une autre. Et c'est la belle-mère qui a eu le courage de parler, répondit l'autre. Ces paroles me gênaient. Je n'avais pas cherché la gloire, seulement la survie. Mais au fond, je savais qu'elles avaient raison sur un point. J'avais refusé de me taire. Marc, lui, venait moins souvent. Honteux, sans doute. Chaque fois qu'il franchissait la porte de mon appartement, je voyais ses épaules voûtées, son regard fuyant. Les enfants, eux, se précipitaient vers moi avec l'insouciance de leur âge. Ils m'appelaient mamie, me serraient dans leurs bras, et pendant ces instants-là, je retrouvais un peu de paix. Un dimanche, alors que nous préparions un gâteau au chocolat avec les petits, Marc resta assis dans un coin de la cuisine. Finalement, il prit la parole. « Maman, je sais que je t'ai perdue, mais je veux au moins que mes enfants connaissent la vérité. Pas mes mensonges, pas les manœuvres de Julie, seulement la vérité. » Je le regardais longuement. J'aurais voulu lui dire que je l'avais déjà pardonné, mais ce n'était pas vrai. Le pardon ne vient pas d'un coup, comme une porte qu'on ouvre. Il prend du temps, parfois une vie entière. Je hochais seulement la tête. « Alors, montre-leur par tes actes, dis-je calmement. Ne leur transmets pas la peur, transmets-leur le courage. » Il baissa les yeux, ému. Dans les semaines suivantes, je repris mes habitudes. Le marché du samedi, où je retrouvais les mêmes marchands, le même parfum de fruits mûrs et de légumes frais, les promenades le long du Rhône, où je laissais mes pensées flotter avec le courant, et puis les soirs, la bougie allumée et mon carnet ouvert. J'écrivais encore et encore, pour ne pas oublier. Mathieu continuait de passer me voir. Un soir, il me dit « Vous avez changé, Madeleine. Quand je vous ai rencontrée, vous sembliez écrasée par la peur. Aujourd'hui, vous êtes droite. Même vos rides paraissent plus lumineuses. » Je souris tristement. La douleur nous transforme, mais parfois elle nous révèle. Je savais que j'étais devenue une autre. Je n'étais plus la veuve docile qu'on pouvait manipuler, mais une femme qui avait découvert sa propre force. Un soir, je pris une grande décision. J'ouvris le coffre où je conservais mes dossiers et mes carnets. J'en sortis une liasse de papier, mes témoignages, mes notes. Je les rangeais soigneusement dans une enveloppe. Sur le dessus, j'écrivis « Pour mes petits-enfants, quand ils seront grands, qu'ils sachent que leur grand-mère n'a jamais cédé. » Car au fond, ce n'était pas seulement mon histoire. C'était une histoire pour elles, pour eux, pour toutes celles qu'on traite de vieilles, d'inutiles, de fardeaux. Dans mon carnet, ce soir-là, j'écrivis « J'ai perdu un fils tel que je le connaissais, mais j'ai gagné ma voix. Et c'est peut-être ça la vraie victoire. » Je soufflai la bougie. L'ombre de mon visage se refléta un instant dans la vitre. Une vieille femme marquée, mais debout. Une survivante. Le verdict était tombé. La poussière commençait à retomber. Et pourtant, je sentais que quelque chose restait en suspens. Ni la condamnation de Julie, ni les aveux de Marc, ni même les regards compatissants de mes voisins n'avaient suffi à apaiser cette plaie profonde. Le plus difficile, ce n'était pas la trahison, ni même la peur. Le plus difficile, c'était de retrouver ma place après avoir été réduite au silence si longtemps. Un soir de printemps, alors que la lumière dorée baignait Valence et que le Rhône brillait comme une lame, je m'assis seule à ma table, face à une bougie. J'ouvris mon carnet une dernière fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi. C'était pour toutes celles qui pourraient lire ces mots, un jour. J'ai 67 ans. On m'a cru fragile, naïve, incapable de comprendre les papiers qu'on me mettait sous le nez. On a falsifié ma signature,
On a ouvert des comptes à mon nom. On a préparé mon effacement, comme si je n'étais déjà plus là. On a même tenté de m'enfermer dans le silence, comme on ferme une porte sur le passé. Mais je suis encore debout. J'ai découvert que derrière les sourires polis se cachent parfois des crocs, que la famille peut devenir un piège, que le sang peut trahir. J'ai vu mon fils suivre une femme qui me voulait morte socialement, financièrement, pour un simple chiffre sur un contrat, 500 000 euros. J'ai pleuré, oui. J'ai crié seule, la nuit. J'ai cru que j'allais sombrer. Mais une vérité s'est imposée. À mon âge, je n'ai plus rien à perdre, sauf ma dignité. Alors j'ai parlé, j'ai rassemblé mes preuves, j'ai affronté leurs regards, et j'ai refusé de me taire. On croit qu'à 60 ou 70 ans, une femme n'a plus de voix. Mais c'est faux. Notre voix tremble peut-être, mais elle résonne. Elle porte les cicatrices d'une vie entière, et c'est cette voix-là qui peut renverser les mensonges. Je n'ai pas gagné de l'argent, ni retrouvé l'innocence perdue. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, ma liberté intérieure. J'ai compris que même une veuve qu'on croyait inutile peut devenir une force, un témoin, une arme contre l'injustice. Alors, à vous qui m'écoutez, à vous qui vous taisez par peur, par honte ou par habitude, ne vous laissez pas enfermer, pas par un balcon, pas par un faux sourire, pas par une signature volée. Même seul, même ridé, même fragile, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger ce qui vous reste. La vieillesse n'est pas une excuse pour nous effacer. Elle est la preuve que nous avons survécu à tout et que nous survivrons encore. Julie est tombée, Marc a trébuché. Moi, je reste debout. Et tant que je respire, je porterai ma voix pour toutes celles qu'on a voulu réduire au silence. Je reposais le stylo, essuyais mes larmes. La flamme de la bougie vacillait, projetant sur le mur l'ombre d'une vieille femme assise, mais droite, fière, une survivante. Je soufflais doucement la flamme. L'obscurité enveloppa la pièce. Et dans ce silence retrouvé, je sus que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à toutes celles qui refuseraient désormais de se taire.